merci pour ce documentaire très intéressant. Donc, on va pouvoir ouvrir les débats avec nos invités. Pour lancer les hostilités, j'ai entendu plusieurs fois dans le documentaire des radeaux. Mais qui sont les naufragés dans cette histoire? Le radeau de la Méduse. Non, mais on est revenu sain et sauf, donc il n'y a pas eu de naufragé, même si on a failli couler avec le petit Zodiac pour aller plonger, qui s'est ouvert en deux, mais bon, ça c'est les aléas des campagnes. Non, peut-être que les vrais naufragés sont tous ces poissons, toute cette vie en fait qui existe et qui se développe à l'ombre de ces radeaux qui dérivent, quoi. Alors, les questions. Oui, bonsoir, je me présente Philippe Pirel, expédition 7e continent. On revient d'une double traversée de l'Atlantique. Et là, je suis un peu surpris parce que concentré sur nos Antilles, on est parti du Cap-Vert jusqu'aux Antilles, plateau, filament, sans arrêt, tous les jours. Et au retour, pareil, alors qu'on était sur des latitudes beaucoup plus hautes. Donc j'ai l'impression que c'est une espèce invasive, non? Non. Non, pas pour vous. En tout cas, c'est pas concentré sur les Antilles. Hein. Alors là, vous avez la première mission qui a été faite, donc de Guyane jusqu'à mi-chemin entre Guadeloupe et Bermude via la Martinique. En fait, quelques mois après, nous avons fait une deuxième mission du Cap-Vert à la Martinique. Et là, en effet, on a échantillonné, on a vu d'autres radeaux, filaments, etc. Donc à peu près, voilà, de l'Afrique jusqu'aux Antilles. Alors, en fait, le terme d'espèce invasive, ça définit vraiment des espèces en particulier, qui sont des espèces qui sont tout d'abord introduites par l'homme via du transport ou des activités humaines, ça peut être eau de ballast, aquaculture, etc. Donc là, en l'occurrence, ce ne sont pas des espèces introduites parce que ce sont des espèces qui étaient déjà présentes en Atlantique, c'est juste un changement de répartition qui n'existait pas avant. Donc la mer des Sargasses historique, comme l'a montré la carte du début, se situe beaucoup plus au nord, vers les Bermudes. Donc cette mer des Sargasses, en fait, se déplace maintenant avec la prolifération de toujours les mêmes espèces, mais plus au sud. Donc c'est pas une espèce invasive, scientifiquement parlant. Voilà. C'est une espèce qui prolifère, mais c'est une espèce qui était déjà présente en Atlantique, dont la répartition change. Voilà. Et comme elle est maintenant un peu plus au sud, elle se retrouve dans des eaux plus chaudes, où son cycle de production peut être aussi activé. Donc c'est aussi pour ça, maintenant, avec les images satellites, on arrive très bien à suivre les filaments qui partent de l'Afrique vers les côtes de l'Amérique centrale et des Caraïbes, assez facilement, parce qu'on a une résolution qui permet de voir ces images, mais aussi le fait qu'elles soient descendues plus bas dans des températures plus chaudes, c'est aussi un point qui peut favoriser le développement de cette algue. Et comme ça a été dit dans le film, il faut comprendre qu'une algue a plusieurs moyens de se développer, une reproduction sexuée ou asexuée. Asexuée, ça va être des clones qui vont se fabriquer en continu. Et actuellement, on en a encore discuté avec nos collègues hier, c'est qu'il n'y a pas de reproduction sexuée, comme on peut le voir dans d'autres plantes, qui ont été observées pour ces algues. Donc elles ont cette spécificité, mais ce qui leur donne quand même cette reproduction de clone permet d'avoir ces gros patchs qui peuvent se déployer. Et après, c'est la courantologie locale qui va faire que ces amas peuvent soit se concentrer dans des gros patchs, ou au contraire être dilués. Donc ça va dépendre de la climatologie, ça va dépendre des vents, ça va dépendre des courants. Donc c'est une bonne façon aussi de suivre l'évolution de certains courants qui traversent les océans,
qu'on arrive à suivre des fois avec la température de l'eau. Mais là, en fait, les sargasses sont des très bons indicateurs aussi dans le déplacement de ces masses d'eau dans les océans. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai pris en cours et je voudrais savoir, est-ce que vous suivez les allobates? Alors, on suit pas directement les allobates, on a fait des prélèvements et on regarde. Alors, les allobates, pour ceux qui ne le savent pas, hein, ce sont des insectes qui marchent sur l'eau, qui ont perdu leurs ailes. Il y a à peu près 9 espèces qui existent actuellement, qui ont été recensées, et qui donc marchent sur l'eau. C'est les water striders en anglais, hein, et qui profitent souvent des radeaux de sargasses ou de tout élément en suspension dans l'eau. Ça peut être aussi une noix de coco, ça peut être malheureusement aussi parfois les plastiques, et ils vont pouvoir aussi étendre leur dispersion grâce à ces supports, parce qu'ils vont pouvoir pondre plus régulièrement au milieu de l'océan, hein, que s'ils n'avaient pas de substrat, et puis se nourrissent assez facilement du plancton qui vit juste sous l'eau. Donc on a des suivis. Après, c'est vrai que dans les masses de sargasses, c'est peut-être pas le plus facile, on fait plutôt avec des filaments. J'ai plus de micro aussi. On en a trouvé. Oui, voilà, ils en ont trouvé pendant la première mission. Moi, j'étais sur la 3e, dans les Caraïbes uniquement. Mais c'est des insectes qu'on peut rencontrer, que j'ai rencontrés dans plusieurs missions, en très très grande quantité. Hein. Surtout la nuit, parce qu'ils ne voient pas le filet arriver. Si vous cherchez une collaboration pour le sujet, on peut en reparler. Oui, bonsoir. Je crois avoir retenu que vous disiez que ces sargasses dérivent depuis l'Afrique vers les Caraïbes. Est-ce qu'il y a aussi des sargasses qui proviennent des côtes américaines? Oui, c'est une circulation, hein, ça tourne. Oui, de toute façon, il y a des sargasses qui vont aller sur les côtes américaines, mexicaines, golfe du Mexique. Voilà, et en fait, c'est vraiment entraîné par les courants, et ça va faire tout le tour de l'Atlantique Nord. Sachant que ces sargasses, elles ont une certaine durée de vie, mais en fait, c'est un petit peu un organisme perpétuel, parce qu'en fait, ça va pousser par une extrémité, et bon, voilà, et ça va pousser par une extrémité par les apex, et de l'autre côté de la tige, ça va petit à petit se nécroser. Donc en fait, ces individus poussent d'un côté, se nécrosent de l'autre, et en plus ils se fractionnent, et chaque petit morceau fractionné va donner une nouvelle bouture, etc. Et donc, globalement, on a démontré que alors il y avait au moins 2 espèces dans les sargasses qui ont été trouvées. À un moment, on vous dit il y a 3 types, ce qui est vrai, mais réellement il n'y aurait que 2 espèces. Une espèce bien identifiée, Sargassum flutans, et une autre espèce avec 2 variétés. Mais ces 2 variétés ne peuvent pas être distinguées au rang d'espèces individuellement, donc voilà, 2 variétés, et au total il y a 3 formes. Voilà. Et ces 3 formes sont mélangées. Quand vous voyez un radeau, en fait c'est un mélange de ces 3 formes entremêlées ensemble. Et tout ça va dériver avec un circuit bien particulier. Alors ce qui peut expliquer, vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais le dire, parce que ce qui peut expliquer pourquoi l'apparition en Atlantique, au sud de l'Atlantique Nord, eh bien, on pense qu'il y a eu en 2010 certainement un phénomène météorologique, courantologique particulier, et peut-être lié au réchauffement climatique, voilà, qui a fait qu'il y a certainement des patchs de sargasses qui ont dérivé dans cette zone du sud de l'Atlantique Nord, et c'est à partir de ces patchs que s'est formée cette nouvelle mer des sargasses, et qui maintenant colonise toute la zone. Voilà.
Et on a aussi montré dans toutes ces études que le pouvoir de croissance qu'ont ces sargasses, parce que ce qui est un peu étonnant, c'est que de voir que ces algues vont pousser en masse très importante dans un océan très pauvre. Vous avez vu la couleur de l'océan, c'est un bleu très transparent. Quand une mer est aussi transparente que ça, ça veut dire qu'il y a peu de nutriments. Et un élément essentiel pour ces sargasses pour pousser, c'est d'avoir des nutriments. Donc près des côtes, il y a des apports du bassin américain, du bassin amazonien, mais au milieu de l'océan, comment ça pousse? En fait, on a démontré qu'il y avait des bactéries symbiontes, donc qui vivent fixées sur les sargasses et qui vont avoir un rôle de fixateur d'azote qui va permettre une optimisation de la croissance de ces algues, même dans des zones très pauvres. Voilà. Et c'est pour ça, du coup, que ces sargasses, elles se développent dans cette zone. Et du coup, ça semble être un phénomène irréversible, parce que pour que la situation redevienne comme avant, ça va être... c'est impossible, hein, et puis on ne peut même pas envisager un ramassage. Les courants, ils existent. Maintenant, les sargasses, elles sont installées là. Et c'est le nouvel ordre des choses. C'est ces sargasses dans cette zone. Moi, j'aurais une question concernant les poissons. Les anguilles vont aller se reproduire dans l'Atlantique. Je crois, là je me trompe peut-être, mais que l'endroit où elles se reproduisent était associé aux sargasses. Est-ce que vous avez observé une modification de l'endroit où les anguilles allaient se reproduire dans l'Atlantique? Alors, nous n'avons pas étudié... Nous n'avons pas étudié les anguilles précisément, mais en fait on a essayé d'inventorier les poissons que nous rencontrions. Alors on a trouvé des larves leptocéphales, donc on s'est dit oh, des larves d'anguilles. Les larves leptocéphales, c'est des larves de poissons allongées, transparentes, parce que quand ces espèces sont à l'état de juvénile, de très jeunes individus, c'est transparent. Alors, en fait, non, c'était pas des anguilles, c'était d'autres poissons anguilliformes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, les larves d'anguilles vivent beaucoup plus profond, en fait, à plusieurs centaines de mètres, et c'est pas leur zone de reproduction, et surtout, c'est pas dans les paquets de sargasses que ces anguilles juvéniles vivent. Alors après, les adultes d'anguilles se reproduisent, je ne sais pas à quelle profondeur, mais bon, il n'y a pas eu d'études. De toute façon, les sargasses, dans la mer des sargasses historiques, ils sont toujours. Hein. Donc globalement, bon, l'environnement propice à la reproduction des anguilles n'a certainement pas changé. Il y aurait pu y avoir des pionniers. Les pionniers d'anguilles qui prennent de nouveau... Voilà, mais en fait, c'était pas les profondeurs auxquelles nous avons travaillé. Voilà. Alors, on a deux questions là. Pardon. Vous avez évoqué tout à l'heure deux espèces et 3 formes dans ces 2 espèces. Mais dans le reportage, vous parlez de génétique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des analyses génétiques à ce niveau-là qui permettent de voir si les 2 espèces sont les mêmes au départ? Eh bien oui, justement, c'est les analyses génétiques qui nous ont permis de confirmer qu'il y avait 2 espèces. Et dans une des 2 espèces, il y a 2 variétés. Voilà, donc c'est bien la génétique qui nous a permis d'avoir ce résultat. J'aimerais savoir s'il y a des poissons qui se nourrissent des sargasses. Alors, ça voudrait dire des poissons herbivores. Il n'y a pas vraiment de poissons herbivores présents dans les sargasses, mais il y a d'autres organismes qui sont herbivores, notamment des petits crustacés qui vont fractionner des petits bouts de feuilles, consommer voilà, des feuilles. Des poissons herbivores à proprement dit, non. Mais après, il faut se représenter ces radeaux de sargasses comme un écosystème à part entière, avec toute une chaîne alimentaire. Et dans les sargasses, en fait, vous allez avoir ces organismes en partie herbivores,
qui vont être consommés par les poissons ensuite, et on va donc avoir toute une chaîne alimentaire qui va se créer. Mais voilà, il n'y a pas de poissons à proprement parler herbivores, mais d'autres herbivores, oui. Ma question va probablement rejoindre celle de ma voisine, c'est-à-dire l'idée c'est est-ce que quelque chose va venir les manger pour se débarrasser de cette mer des sargasses. Vous dites que maintenant il va falloir faire avec, n'est-ce pas? Mais personne ne cherche des solutions pour les transformer, les éliminer, faire quelque chose, puisqu'apparemment ça ne plaît à personne. Oui, alors je passerai la parole au collègue. Alors, sur place, au niveau, si on compte uniquement sur les espèces qui sont là, non, il n'y a pas suffisamment d'herbivores pour les contrôler et on peut imaginer limiter leur croissance. Comme je vous le disais, il y a beaucoup quand même d'espèces herbivores, notamment des petits crustacés, aussi des mollusques, hein, des microscopiques. Hein. Mais attention, il n'y en a pas qu'un, il y en a des milliers. Hein. C'est vraiment très très riche. Quand on ramasse des sargasses, comme vous avez vu, dans chaque cuvette, là, on va avoir des centaines de petites crevettes, etc. Il y a énormément de vie qui sont dans ces sargasses, mais absolument pas ici suffisamment pour limiter l'expansion des sargasses. Mais alors, bien sûr, le contrôle il va se faire quand ces radeaux de sargasses posent problème, parce que dans l'océan, globalement, ça jette personne. Alors peut-être des navigateurs au long cours qui seraient ralentis, il y a des coureurs quand ils font la transatlantique. Voilà, mais à part ça, c'est plutôt une richesse pour l'océan Atlantique parce que au niveau production de poissons, c'est très important. Quand ces radeaux de sargasses arrivent près des côtes, d'ailleurs, les pêcheurs ne s'y trompent pas, ils vont tout de suite pêcher sous les radeaux de sargasses. Le problème, c'est quand ça s'approche trop près des côtes et que ça s'échoue. Donc là, maintenant, il y a quand même une organisation au niveau de l'État pour organiser des ramassages, également des barrages pour empêcher que ces radeaux de sargasses rentrent dans les baies et s'y échouent, ou alors pourrissent dans l'eau, comme on a vu à Marie-Galante, où ça pourrit dans le port, et là, c'est difficile, une fois que c'est là, c'est difficile de faire quelque chose. Donc il y a bien sûr tout un tas d'actions pour éviter que ça s'échoue, mais c'est pas suffisant, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'échouement à terre, il y en a encore beaucoup. Et puis après des solutions, alors on essaye de trouver des solutions et voilà, il y a des entreprises, des entrepreneurs qui inventent des procédés pour l'utiliser. Faire du compost, le problème c'est que ces algues vont accumuler énormément de contaminants. Quand vous êtes près des côtes, il y a beaucoup de contaminants qui sont rejetés, et notamment près des Antilles, il y a du chlordécone, pesticide qui n'est plus utilisé, mais un organochloré qui est très persistant et qui est encore très présent dans les Antilles et qui va se bioaccumuler dans les algues, et aussi beaucoup d'arsenic. Voilà, les analyses chimiques montrent ça. Donc, imaginons de faire du compost avec ça et de remettre ça sur des terres agricoles, c'est moyen. Après, d'autres solutions, faire des plastiques. Alors, il y a des entreprises qui essayent de valoriser et de récupérer les polymères végétaux pour en faire des plastiques. Il y a aussi des projets de méthanisation pour faire de l'énergie. Après, ce qu'il faut dire, c'est que la valorisation de cette matière première, qui pourrait être une matière première, c'est très compliqué d'un point de vue économique, parce que les arrivages sont complètement aléatoires. Donc à moins de développer des outils pour aller les chercher en mer, et encore là aussi, il faudrait savoir les localiser, dépenser le moins d'énergie possible pour pouvoir les ramasser. Donc on est sur une matière première qui a du mal à trouver un modèle économique viable. Alors, là aussi, depuis, il y a pas mal de progrès qui ont été faits dans les modèles prédictifs pour prédire les échouements et l'approche des radeaux sur les côtes. Et maintenant, on est au point à ce niveau-là avec les images satellites qui vont détecter les radeaux au large, et ensuite les modèles de courantologie vont permettre de dire dans 2 jours, dans 3 jours, il y a un radeau qui va arriver, etc. Et à ce moment-là, ça permet d'anticiper le ramassage,
la pose de barrières, etc., etc., toute une chaîne d'actions qui vont être efficaces. Le gros problème en 2017, tout cela n'existait pas. Et bon, la situation était assez problématique. Maintenant, bon, on trouve un peu des solutions. Ça reste quand même problématique parce que c'est vrai que dans les Antilles, on n'a pas non plus beaucoup de moyens pour intervenir. L'autre problème, c'est aussi ramasser à terre, c'est l'érosion des côtes, parce que les moyens pour ramasser sont souvent également liés à ramasser d'autres choses qui sont sur les plages, donc du sable, d'autres végétaux qui sont échoués, etc. Donc on va amplifier l'érosion des côtes, donc il faut le faire avec des moyens pas trop invasifs. Donc souvent, la fourche et la brouette, c'est le mieux, mais bon, c'est épuisant. Donc c'est difficile d'être efficace aussi quand on a des phénomènes d'ampleur et des grosses arrivées d'un coup. J'allais poser une question. Aux plongeuses qui plongent dans de très nombreux secteurs océaniques, voilà. Quelles sensations vous avez eues en plongeant sous ces sortes de radeaux, ces maths, quelle épaisseur font-elles voilà, je voulais avoir un peu votre ressenti de ces plongées un peu exceptionnelles sous ces amas. Alors les épaisseurs sont très variables. Il y a eu un premier radeau qui faisait une dizaine de mètres d'épaisseur, semble-t-il. Ouais. Mais la plupart du temps, on est sur les images qu'on a vues, hein, sur une espèce de tapis qui fait de 20 cm à 80-90 cm, un petit mètre d'épaisseur, qui se perce rien qu'avec les bulles de nos détendeurs. Et donc on a ces puits de lumière. C'est des plongées assez... moi je les qualifie souvent de plongées à l'envers, c'est-à-dire qu'on a plutôt l'habitude de descendre et de regarder ce qui se passe au fond, et là en fait on se retourne et on regarde ce qui se passe au-dessus, quoi. Non, c'est des plongées assez sympathiques. Hein. Bon, quand on les fait un peu trop près de la côte, c'est moins sympathique. L'eau est beaucoup plus turbide, surtout quand on veut étudier. On a vu là en pleine eau qu'il y a une forte biomasse, une forte diversité de poissons qui sont sur les radeaux. Quand les radeaux vont venir très proche de la côte, bien sûr les poissons ne vont pas suivre, mais il y a les organismes du plancton qui, eux, vont dériver avec les radeaux, vont continuer à suivre. Donc on a fait, lors de la 3e mission d'un Caraïbe, des échantillonnages juste sur les radeaux avec un filet à plancton, des petits scooters. Bon. C'était assez particulier, mais ouais, c'est assez perturbant d'essayer d'avoir ce gros nuage au-dessus de la tête, avec éventuellement des sorties de lumière, comme le disait Hubert, avec nos bulles. Et voilà, des fois on baisse la tête, on se dit on va taper sur un mur. C'est le premier réflexe. Hein. Après on se dit non, c'est bon, ce ne sont que des algues. Mais ouais, c'est assez sympathique. La luminosité est différente en dessous. Quand on fait une plongée sous glace, on a une luminosité absolument extraordinaire. Là, c'est très sombre. Alors que là, c'est très sombre. En fait, bon, c'est pas rentré dans une grotte, mais en fait, c'est très sombre. Ouais, on passe vraiment dans sous quelque chose d'épais et quand même d'opaque. Et voilà. Et alors, aussi, ce qui est assez surprenant, c'est l'inattendu, parce qu'il y a eu des plongées où on a vu pas beaucoup de poissons, et puis d'autres où on a eu des nuées de poissons, des balistes, des cérioles, des comètes saumon. On n'a pas fait une seule plongée identique. Pourtant, on peut se dire, bon, c'est que des radeaux de sargasses, mais c'est assez diversifié. Alors au début, vous pensez bien que on nous avait dit oh, attention requins, les longimanus et tout, attention barracuda. Voilà, donc la première plongée, vous avez dit il faut prendre des débordoirs à requins. Bon ok, on l'a pris qu'une fois et puis après on l'a plus repris. Hein. On a même fait un stage de survie, mais un stage à l'hôpital pour apprendre à faire les points de suture au cas où. Oui, parce que bon. À bord des bateaux, l'équipage il est formé aux interventions urgentes, voilà, mais il y a des choses particulières, voilà, donc bon, ok, on nous avait demandé de faire ça, donc on a eu des médecins qui nous ont montré comment faire des points de suture, arrêter une hémorragie, voilà. Le risque majeur, ce sont
sont des plongées qui se passent quand même au milieu de l'océan, sauf quand on est Oui. mais on est en plein milieu de l'océan. Et le risque majeur, en fait, c'est l'embarquement sur le bateau, sur Zodiac, pour aller plonger, et la remontée à bord, quoi. Parce qu'on est sur voilà, des houles océaniques. Et donc voilà, c'est vraiment le moment le plus critique et où on peut éventuellement se faire mal. Après, sous l'eau, on est très bien. Désolée, je rebondis. Tu peux poser. En parlant de houle, effectivement, pas mal de fois donc dans le documentaire, on voit l'horizon. J'ai eu l'impression que c'était des conditions assez particulières ou difficiles. Est-ce que, en tant que réalisateur de ce film, embarqué, comment étaient les conditions pour réaliser tout ça? Elles étaient les mêmes pour moi que pour les scientifiques, les marins qui étaient à bord. Hein. Tout le monde est logé à la même enseigne. Alors on était sur un bateau qui est un peu particulier, qui est un catamaran, qui se comporte de manière peu confortable à l'océan. Et donc voilà, ouais, c'était un peu rude. C'est un bateau que j'évite. Hein. J'ai jamais embarqué dessus. J'avais le choix entre l'Antéa et le Marion Dufresne. J'ai choisi le Marion. Alors la deuxième mission quand même. La deuxième mission, on a eu la chance, grâce aux explorations de Monaco, d'avoir un bateau qui était mis à notre disposition, qui était le Yersin. Et le Yersin, en fait, c'est un yacht. Donc ça a un peu changé les conditions. Donc Hubert aussi était là pour la deuxième mission. Là, on avait traversé du Cap-Vert jusqu'en Martinique. Et là, il y avait un système anti-roulis. Alors déjà, le bateau était plus gros, il faisait 60 mètres, 80 mètres. Un système anti-roulis, donc même à force 7, ça ne bougeait pas. Donc c'était là très très confortable. Trop, non. Bon. Voilà. Après c'était moins adapté au travail. Parce qu'on n'avait pas le portique arrière, par exemple, pour mettre des gros filets à l'eau. On n'avait pas de rosette. Voilà, donc c'était moins adapté au travail. Et puis dans les couloirs, on avait soit de la moquette, soit du parquet. Alors on n'osait pas trop passer avec nos échantillons, voilà. Mais pardon ? Une rosette, c'est quoi ? Alors la rosette, c'est ce que vous avez vu qui est mis à l'eau pour faire les prélèvements d'eau. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il y a une espèce de structure avec des bouteilles, les unes à côté des autres. Et alors cet outil est équipé également souvent d'une CTD, c'est une sonde multi-paramètres qui va mesurer tout au long de la descente de l'appareil la salinité, la température et puis parfois d'autres paramètres. Et puis les bouteilles peuvent être fermées les unes après les autres avec un système de programmation à différentes températures. Donc on peut lui dire de fermer une bouteille à 100 mètres, une à 90, etc. Et comme ça, on a des échantillons d'eau à des profondeurs très précises. Ce qui nous permet ensuite de faire des analyses de l'eau. Merci. Si on exclut, tu as abordé un tout petit peu le propos d'ailleurs, Sandrine. Si on exclut les problématiques d'échouage et d'intoxication au sulfure, à l'hydrogène sulfuré, et d'ailleurs, je pense que nos habitants de Guadeloupe et de Martinique ont des vrais soucis à se faire, parce que s'ils sont plus sulfure, c'est pas bon, parce que c'est un peu pardon, plus fort. Mais s'ils ne sentent plus le sulfure, c'est pas de très bon signe, parce que on est à un niveau de saturation qui fait que les concentrations qui vont pouvoir ressentir, elles sont beaucoup plus élevées, donc c'est un peu inquiétant. Si on enlève cet aspect-là, qui est évidemment dramatique, on peut quand même imaginer la présence des sargasses, à la fois un effet bénéfique pour les poissons, c'est bien montré dans le film, on voit que c'est une nurserie, les pêcheurs s'y trompent pas, et c'est en même temps, et ça je voulais savoir si vous avez eu un peu d'infos là-dessus, un bilan carbone très positif, dans le sens où il y a une captation de CO2 qui va être très importante, et qui va donc en partie compenser ce que nous, de notre côté, on est en capacité de relarguer dans l'atmosphère. Oui, alors complètement, c'est des calculs qu'on n'a pas encore fait, mais ce sera intéressant de le chiffrer. Comme je vous le disais, les sargasses, elles poussent perpétuellement, et il y a une extrémité qui pourrit au fur et à mesure en quelques semaines,
Et quand vous avez de la masse végétale, et d'ailleurs c'est aussi valable pour la matière animale, une partie de cette matière organique qui se décompose va couler au fond des océans et constituer ce qu'on appelle la neige océanique. Alors au fur et à mesure que ça coule, vous allez avoir une dégradation de la matière par des bactéries, etc. Mais il y en a quand même une partie qui arrive à très grande profondeur, et là on était sur des fonds de 4000, 5000 mètres. Et une fois que c'est au fond des océans, eh bien, il n'y a quasiment plus d'organismes capables de dégrader cette matière organique. Et donc, il y a un piégeage du carbone. Hein, les océans sont des puits de carbone très efficaces. Et c'est vrai que si on a des végétaux qui captent beaucoup de carbone et qui coulent, eh bien, ça fait un puits de carbone supplémentaire. Donc oui, pour le climat, ça peut être un moyen d'atténuation des effets du changement climatique, pourquoi pas. Il faudrait le chiffrer, ça peut être intéressant. Donc les scientifiques ne sont pas sûrs, mais en tout cas Jules Verne en avait l'intuition déjà, puisque dans 20 milieux sous les mers, il propose que finalement les sargasses sont une réaction de l'océan pour se défendre face aux agressions qu'il subit. Voilà. Et puis l'autre point positif, c'est l'écosystème qui est créé, qui est d'une richesse extrême par rapport à ce qu'on voit quand on est au milieu de l'océan, parce que en dehors des radeaux de sargasses, on voit de la vie. Alors on voit des poissons volants, bien sûr il y a le zooplancton, etc. Mais ça ne foisonne pas de vie autant que ce qu'on voit sous les radeaux de sargasses. Voilà, donc c'est un plus localement sous ces radeaux de sargasses, c'est quelque chose qui est très intéressant. Oui, bonsoir. J'avais une question par rapport aux impacts concrets sur l'environnement. Vous en avez parlé un peu au début, enfin vous l'avez évoqué dans le documentaire. J'ai entendu parler surtout en fait des palétuviers dans le parc en Guadeloupe, dans les mangroves, qui en souffraient énormément. Mais concrètement, est-ce qu'il y a d'autres écosystèmes qui en souffrent plus, ou tout autant peut-être? Oui, alors il y a des impacts sur la mangrove, parce que la mangrove, une fois que les sargasses sont dedans, les sargasses elles sont emprisonnées, elles pourrissent sur place. Ça va modifier l'écosystème en place. Après, il y a des effets sur les récifs coralliens. Les récifs qui sont pas profonds, et là pareil, par un effet d'étouffement, eh bien, vous allez avoir des massifs de coraux qui peuvent être touchés par l'échouement des sargasses. Aussi une certaine quantité de juvéniles de poissons et d'autres organismes qui vont se retrouver échoués sur la plage, et du coup sans eau ils vont mourir. Donc oui, il y a des impacts. On parle aussi peut-être d'impact sur les tortues qui n'auraient plus accès aux plages habituelles où elles pondent, parce que si vous avez un amoncellement de sargasses, elles ne peuvent plus faire leur nid et pondre normalement. Voilà, donc il y a plusieurs impacts possibles sur les écosystèmes. Je ne sais pas si tu veux parler un peu du plancton. Oui, non, mais en fait, on a rajouté un peu de plancton, des études un peu plus précises sur les dernières missions. Donc l'idée, c'était de voir si c'était favorable ou défavorable à la diversité du plancton. Donc c'est des analyses en cours. Comme disait Sandrine, pour les échouements, il faut comprendre que l'étouffement est complété aussi par une dégradation par les bactéries de cette matière organique, et elle utilise beaucoup d'oxygène. Donc les bactéries vont aussi entraîner éventuellement une désoxygénation des eaux dans ces régions-là. Donc il y a la production d'H2S, mais il y a aussi une réduction dans l'oxygène qui va toucher les zones très côtières. Et donc les animaux qui, comme nous, ont besoin d'oxygène, vont, s'ils peuvent, fuir la zone, mais s'ils se retrouvent un peu noyés dans cette masse-là, ils n'auront pas l'occasion. Et puis les espèces qui sont fixées, comme les coraux, n'auront plus accès à cet oxygène, et donc vont entraîner une mortalité sur les organismes fixés. Donc c'est plus que juste un échouement, on va dire, physique de cette masse sur les écosystèmes côtiers, mais c'est aussi une modification chimique dans l'environnement. Donc tout ça, c'est un peu compliqué, et c'est vrai que avant que ça arrive, que les échouages arrivent ou les échouements arrivent,
il faut mieux rien faire et il faut intervenir dès que les échouements sont sur le point d'être réalisés. Et c'est là où, comme le disait Hubert, hein, il faut pouvoir être réactif et malheureusement on a peu d'outils. Alors la modélisation va nous aider, hein, nous améliore notre connaissance de jour en jour, mais voilà. Donc c'est vrai que pour la partie sur le plancton hein, qui sert de base au réseau trophique, hein, qui peut s'alimenter aussi en broutant sur les sargasses, ils sont indispensables au fonctionnement des poissons, parce que les poissons, eux, ils vont en manger. Donc c'est vraiment cet écosystème hein, qui est très très complexe, très intéressant, parce que très particulier et très spécifique à ces sargasses. Donc il faut garder les sargasses, hein, elles ont leur rôle. Le problème, c'est comme beaucoup de choses, hein, le problème se crée quand il y a une interaction avec l'être humain. Il n'y aurait pas de souci s'il n'y avait pas ces interactions-là. En tout cas, on ne se poserait pas la question du rôle des sargasses dans les océans, ce qui serait dommage, parce que je pense que les études qu'on a menées depuis maintenant 5-6 ans ont montré le rôle important des sargasses dans la captation du carbone par le rôle de ces bactéries. On a soumis un article la semaine dernière là-dessus, c'est vraiment une première. Et en fait, ça a été fait parce qu'il y a eu cette pression d'observer ces échouements de sargasses qui nous ont permis d'aller vraiment étudier ces écosystèmes. Donc, de quelque chose en fait de négatif qui peut entraîner des problèmes de santé humaine, ça a aussi permis d'avancer notre connaissance sur le rôle de ces sargasses. Éventuellement de mieux comprendre qu'en fait l'océan Atlantique au milieu, il est peut-être pas si pauvre qu'on pouvait le croire. Donc voilà. Mais voilà, le problème, c'est les activités humaines qui rentrent en conflit avec les échouements et avec les humains. Donc il faut trouver un moment où on va falloir gérer ça. Et, malheureusement, il faut des outils, il faut des gens, il faut de l'argent. Alors. Les bactéries présentes, c'est des bactéries qui sont ce qu'on appelle des bactéries hétérotrophes, qui vont utiliser la matière organique, mais qui sont aussi diazotrophes, c'est-à-dire qu'elles utilisent l'azote atmosphérique, ce qui est assez une particularité. Alors les formes, il y a plusieurs variétés de bactéries, hein, je veux dire, c'est très très large. Je serais incapable de vous en faire la liste. Et voilà, il y a un cortège, on va dire, de bactéries qui ont été observées en lien avec ces sargasses. Alors, nous avons le temps pour une ou deux dernières questions, et si vous le souhaitez, vous pourrez continuer de discuter avec les intervenantes dans la cour. Oui, moi j'ai une dernière question sur les relations avec les plastiques, microplastiques et autres, qui sont aussi transportés passivement, donc j'imagine qu'on doit en avoir dans les radeaux de sargasses. Oui, on en a vu. Alors j'en profite pour m'excuser de la qualité des images que vous avez vues. Je pense que le bon fichier n'a pas été... voilà. Mais effectivement, à partir du moment où il y a un amalgame qui se crée sur l'océan, ben, voilà, il y a aussi ces choses, et on était assez surpris de voir apparaître des bottes, des seaux en plein milieu de l'océan. Bon, il y avait plus de sargasses que de plastique. Alors après, je ne sais pas si sur la campagne hier Saint, il y avait Natacha qui avait fait un boulot sur les microplastiques. Oui. J'ai pas... Pour compléter le propos, plus vous alliez de la côte africaine vers la côte américaine, la concentration de microplastiques et surtout en dérivés de plastique, tout ce qui est bisphénol et des EHP, ce qu'on appelle les retardateurs de flamme, toutes ces concentrations-là augmentaient en allant avec un gradient est-ouest. Oui, vous parliez du compostage éventuel, mais qui était empêché ou gêné par le chlordécone et l'arsenic. Alors autant le chlordécone, je comprends, mais l'arsenic, il vient d'où aux Antilles? Alors l'arsenic, il peut déjà être présent naturellement. Donc, alors il n'y a pas spécialement de pollution d'industrie qui a utilisé de l'arsenic, je pense, aux Antilles. Mais il y a des apports naturels parce qu'il y en a beaucoup dans la croûte terrestre. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il y a une concentration
dans ces algues de l'arsenic. Voilà. Donc, de toute façon, l'arsenic, on en a un petit peu partout hein, dans l'environnement. C'est sa forme minérale qui est la plus toxique, contrairement au mercure. Hein. Voilà, donc l'arsenic n'est pas forcément lié à une activité humaine. Pour compléter le propos, c'est que l'algue en fait joue un rôle de bioconcentrateur. C'est-à-dire que il peut y avoir des faibles concentrations dans l'environnement, mais le fait que l'algue soit en capacité de l'accumuler, elle va entraîner une concentration plus importante dans son organisme, ce qui fait qu'on a plus de mal à l'utiliser par la suite pour d'autres usages. Bon. Un petit mot pour conclure. Est-ce que... Oui, une prochaine mission déjà de prévue, de nouveau dans ce secteur, prochainement peut-être? Non, pas dans d'autres secteurs, mais pas... Il faut déjà qu'on arrive à finir tout le travail qui est en cours avant de retourner. Mais on a quand même un gros travail qui est fait sur ces modèles hein, de prédiction, et je pense que c'est vraiment... Pour le moment, ce qui est très important, c'est pouvoir d'aider justement à prévenir de l'arrivée de ces radeaux. Ouais. Bon, un grand merci pour cette discussion enrichissantes.